qu'est-ce que c'est? C'est rigolo. Ah, mais c'est toi. Arrête, tu vas le casser. Mais non, c'est incassable. Mon papa, il le kiffe trop. Comment ça marche, ce truc? Mais moi, c'est toi que je kiffe. Ça y est, j'ai compris. On n'a qu'à tourner les pages, en fait. TéléZ, vous avez tout compris. Ce programme vous est proposé en audio-description. Bonjour, je suis actuellement à Clermont-Ferrand, la capitale historique de la région Auvergne. C'est ici qu'est né il y a plus de 2000 ans un homme qui a marqué l'histoire de notre pays, Vercingétorix. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de cet homme, ce chef Arverne, une figure mythique du récit national français. Que sait-on aujourd'hui de Vercingétorix, à qui l'on attribue le mérite d'avoir uni pour la première fois les peuples gaulois? Celui qui a pris la tête de la résistance face au grand Jules César? De nos jours encore, Vercingétorix est considéré comme une figure spéciale, un héros fondateur, le résistant originel face à l'oppresseur. Vous êtes prêts à marcher sur ses pas? Bienvenue dans Pages d'Histoire. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. La Gaule est depuis de longues années déjà en contact avec son tout-puissant voisin, la République de Rome. Les Gaulois sont divisés en une soixantaine de tribus indépendantes et n'entretiennent pas tous le même rapport avec les Latins. Certains peuples sont déjà intégrés à l'Empire sous le nom de Gaule narbonnaise, d'autres entretiennent des relations commerciales privilégiées, c'est le cas des Arvernes. D'autres encore décident de s'allier militairement avec les Romains pour écraser leurs compatriotes, comme les Éduans. Alors je me trouve actuellement devant le musée Bargoin à Clermont-Ferrand avec Laurent Rousseau, historien spécialiste de l'époque gallo-romaine. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors Vercingétorix, c'est un jeune homme très populaire, mais qui arrive dans une période troublée et sombre pour la Gaule. Mais quelles sont réellement ses origines à ce jeune homme? Bien sûr. Alors Vercingétorix, c'est avant tout un Arverne. Et un Arverne, qu'est-ce que c'est? C'est un peuple qui fait partie de ce que César appelle les Gaulois. Ils occupaient un espace très riche dans le Massif central, qui correspond de loin à l'Auvergne actuelle. Son nom signifie « grand roi des guerriers » en celtique. Alors, il est issu d'une famille puissante, puisque son père, Celtios, a été le vergobré, c'est-à-dire le chef militaire du peuple arverne. Donc en fait, comme beaucoup de jeunes aristocrates gaulois, il a reçu une éducation un peu dite à la romaine. Il a fait ses classes militaires comme mercenaire sous la conduite de César lui-même. C'est un jeune cavalier connu et même apprécié par Jules César. Et à quel moment ce jeune homme, si je puis dire, va être propulsé au devant de la scène, au devant de l'histoire? Alors, il va être propulsé à la fin de la guerre des Gaules, vraiment. C'est-à-dire d'abord en moins 52, à Gergovie, où il va mener son peuple à la victoire. Puis, en moins 51, à Alésia, où il devra rendre les armes face à César. César, par ambition politique, et pour échapper à la justice de Rome, en fait, il devient proconsul de Gaule. Il doit administrer la province alliée à la République, connue sous le nom de Gaule narbonnaise. En moins 58 avant Jésus-Christ, il intervient militairement pour défendre cette province qui se sent menacée par la migration d'un peuple gaulois de l'Est, venu des Alpes, les Helvètes. Ces mouvements inquiètent César, car si les Helvètes quittent leur territoire, cela laisserait le champ libre au peuple germain qui pourrait s'y installer et porter la guerre à proximité des frontières de Rome. C'est ce casus belli qui permet à César d'engager des troupes pour une intervention militaire en Gaule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les peuples gaulois et germaniques sont extrêmement divisés. Il existe un jeu d'alliances très complexe
certains peuples germains à l'est sont en guerre avec les Gaulois du Nord, les Belges, mais alliés avec d'autres tribus gaulois ou même avec Rome. Il n'y a pas d'union non plus entre les peuples gaulois. Alors César va profiter déjà de la situation pour assurer ses conquêtes en utilisant les querelles déjà existantes. Il lève une grande armée pour mener à bien son projet, dans laquelle sont enrôlés des mercenaires issus de peuples gaulois et germaniques alliés de Rome. La guerre des Gaules débute en -58 et durant 6 ans, César mène de nombreuses expéditions, obtient de nombreux succès et la soumission de nombreux peuples gaulois. En -52, il rentre chez lui à Rome pour s'occuper de ses affaires politiques et récolter les lauriers de son succès. C'est là, à ce moment précis, que Vercingétorix entre en scène. Certains peuples, de l'ouest et du centre de la Gaule, ont été relativement épargnés pendant les conquêtes de César. Mais les conséquences politiques et militaires de cette invasion décident plusieurs tribus gauloises à se soulever contre Rome. Vercingétorix est alors un jeune noble qui a toutes les qualités pour prendre la tête de cette alliance. Son peuple et sa famille sont puissants, il a participé à de nombreuses batailles auprès de César et il connaît la stratégie militaire des Romains. Il organise donc le soulèvement de son peuple et commence petit à petit à rassembler les tribus gauloises. Il persuade ainsi les chefs des tribus de lui accorder une sorte de commandement unique et en -52, il y parvient. La suite, c'est un duel tactique entre l'homme d'État romain et le jeune chef Arverne qui les voit s'affronter à de multiples reprises. Vercingétorix est alors une vraie épine dans la sandale de César puisqu'il l'empêche de pacifier définitivement le centre et l'ouest de la Gaule. Je me trouve actuellement sur le plateau de Gergovie, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Nous nous situons à 744 mètres d'altitude et le plateau nous offre une magnifique vue sur la chaîne des Puys derrière moi. C'est ici, il y a plus de 2000 ans, que s'est déroulée la plus importante victoire de Vercingétorix, la bataille de Gergovie. En 52 avant Jésus-Christ, après l'échec du siège d'Avaricum, l'actuelle Bourges, Vercingétorix prend ses quartiers chez lui, en Auvergne, dans l'oppidum de Gergovie, une ville fortifiée qui est l'un des plus importants centres de commerce et d'artisanat arverne. Nous nous situons sur le lieu même où les forces gauloises, commandées par Vercingétorix, ont repoussé les légions romaines. Malgré une longue préparation de ce siège et plusieurs tactiques d'approche brillantes, les tentatives de César sont vaines. Vercingétorix connaît bien la topographie particulière de sa ville natale et l'utilise à son avantage plutôt que de s'engager dans une bataille en plaine. Les Gaulois résistent aux assiégeants et déjouent les assauts des Romains et leurs alliés qui finissent par rebrousser chemin. Grâce à cette victoire, le chef Arverne réussit à rallier de plus en plus de partisans, faisant perdre à César de nombreux et précieux alliés comme les Éduans, alliés des Romains depuis le début de la guerre des Gaules, qui quittent les troupes de César après ce revers cuisant. La nouvelle de ce changement d'allégeance est symboliquement retentissante. Quelques mois plus tard, Vercingétorix reçoit à Bibracte l'adhésion de tous les peuples de la Gaule. Il confirme alors son statut de leader suprême dans ce soulèvement contre Rome. Les tribus s'unissent peu à peu et se lancent dans la guerre contre l'oppresseur romain. Après sa défaite de Gergovie, et face à cette révolte sans précédent, Jules César songe à rentrer en Italie où il doit gérer un certain nombre de problèmes familiaux et politiques. Vercingétorix, quant à lui, qui sent le vent tourner en sa faveur, tente d'écraser l'armée romaine, mais en vain. César n'a pas tout perdu de son génie stratégique et de sa prudence proverbiale. Le général romain a en effet recruté une cavalerie de mercenaires germaniques qui surprend la cavalerie gauloise et permet au renfort de légionnaires de briser cette offensive qui se devait définitive côté celte. Surpris par la perte de sa précieuse cavalerie, Vercingétorix se réfugie alors sur l'oppidum d'Alésia, au nord de l'actuelle Bourgogne. On annonce alors un nombre impressionnant de combattants pour l'époque. Près de 300 000 hommes seraient en route de toute la Gaule pour soutenir Vercingétorix, pour écraser définitivement les légions de Rome. Avec une armée réduite, César entame le siège d'Alésia sans lancer d'assaut sur la ville. Il va simplement empêcher les renforts gaulois de porter secours à leur chef en construisant 2 lignes de défense creusées par des remblais hérissés de pieux et gardées par des troupes qu'il arrive à garder fraîches en les renouvelant grâce aux camps romains installés à quelques kilomètres. Ce dispositif permet à la fois d'empêcher les assiégés de se déployer et dans le même temps rend beaucoup plus difficile l'arrivée des renforts et la jonction de toutes les armées gauloises. Après quelques semaines de siège et une offensive de grande ampleur manquée par les Celtes, c'est en septembre 52, quelques mois seulement après Gergovie, que Vercingétorix capitule.
Before you, Vercingetorix, son of Keltil, chieftain of the tribe of the Averni, commander of the rebel stronghold of Alesia, king of all the Gauls. What would you have of him? Alors je suis à présent avec Elisabeth Lesage, spécialiste de la vie de Vercingétorix. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Alors après s'être battue en vain, Vercingétorix doit finalement abandonner et se livrer à César, alors que quelques semaines plus tôt, il lui infligeait une défaite cuisante ici même. Oui, en effet. En l'espace de quelques mois, il a réussi à tenir tête à César sur le champ de bataille, à unifier les peuples de la Gaule, à nouer de puissantes alliances. On peut dire qu'il a donné à tous ces peuples celtes une opportunité de reconquérir leur indépendance contre cette invasion romaine. Mais le destin en a voulu autrement. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver ensuite? Eh bien, dans un premier temps, il en appelle à la clémence de César envers son peuple, en invoquant leur ancienne amitié. On dit que Vercingétorix aurait capitulé lui-même pour éviter le massacre de beaucoup de Gaulois, ce qui est une belle preuve de dévouement. La clémence de César a toujours été vantée, notamment pendant la guerre des Gaules, même s'il s'agit d'un calcul politique. Mais d'après Dion Cassius, un historien de cette époque, César n'en fera rien. Vercingétorix est mené à Rome de prison en cachot, d'où il sera ressorti en 46 avant Jésus-Christ, lors du triomphe de César, en étant promené derrière le char du général vainqueur. Concernant sa mort, rien n'est certain. Il serait mort assassiné dans une geôle quelque temps après le triomphe du dictateur. Et aujourd'hui, en 2017, que reste-t-il de Vercingétorix, mis à part peut-être les nombreux vestiges qu'on a pu retrouver dans les nombreuses fouilles, fouilles qui sont par exemple toujours en activité ici, à Gergovie? Eh bien, il faut savoir déjà que le rôle historique de Vercingétorix n'a duré que quelques mois. Et ce n'est que véritablement au XIXe siècle que les historiens qui travaillent sur lui l'érigent en tant que héros. Tout ça dans un but politique. D'arriver sur la place de Jaude, en plein centre de la ville. Et c'est ici que fut inaugurée le 12 octobre 1903 la très célèbre statue équestre de Vercingétorix, réalisée par Auguste Bartholdi. Je suis donc avec Pierre Bernard, historien de la ville de Clermont-Ferrand. Pierre Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, que pouvez-vous nous dire un petit peu sur cette statue de Vercingétorix? Eh bien, c'est une statue qui fait partie de la vie des Clermontois. Elle fait partie du paysage, en tout cas de la ville. Elle est très appréciée, bien sûr. À l'occasion, elle sert même de porte-étendard pour l'équipe de rugby locale, donc la SM Clermont-Auvergne. Alors, 2 points. Tout d'abord, du point de vue artistique, cette statue est dans sa réalisation assez atypique, puisqu'on peut constater que le cheval ne touche pas le sol. Hein, c'est un petit peu le Pégase gaulois. Non, mais plus sérieusement, d'un point de vue purement historique, cette statue est intéressante parce qu'elle est représentative de l'engouement que le 19e siècle a pour justement la guerre des Gaules et la représentation des Gaulois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, la France se cherche des valeurs pour affirmer un nationalisme, pour affirmer la grandeur de la France d'un point de vue de sa grandeur à l'échelle de l'Europe, à l'échelle aussi de son empire colonial. Et donc c'est à ce moment-là que commencent à émerger dans les livres d'histoire ces fameux « nos ancêtres les Gaulois ». Voilà, donc Napoléon III notamment a organisé beaucoup de fouilles, enfin a fait faire des fouilles à Alésia, à Gergovie. C'est un passe-temps qui lui a tenu à cœur, et en tout cas c'est aussi une vision forcément politique. Voilà, le peuple gaulois en tant que tel n'existe pas, il s'agit bien sûr d'une mosaïque de peuples, mais ici ce peuple sert pour une vision idéologique et politique de l'histoire, puisqu'elle est censée représenter un petit peu un mythe fondateur des valeurs françaises, des valeurs patriotiques, du génie français. Ouais. Donc d'un point de vue purement, si vous voulez, historique, d'un point de vue de la véracité historique, la statue de Vercingétorix n'a pas vraiment d'intérêt, dans le sens où
à part nous offrir cette vision justement que le 19e nous offre. Voilà, Vercingétorix, ici on le voit porter des moustaches, on le voit avec son casque ailé. C'est une vision complètement ancrée dans le 19e. Et quel est le sens de cette statue? Pourquoi placer Vercingétorix en plein centre de Clermont-Ferrand sur cette belle place de Jaude? Eh bien, Vercingétorix, c'est une figure, comme je vous disais à l'instant, une figure de la révolte contre l'oppresseur, une figure de la liberté, de la défense de la liberté justement. Sur le fronton de la statue, il est écrit « J'ai pris les armes pour la liberté de tous ». C'est ce que, soi-disant, Vercingétorix aurait dit en sortant de Gergovie pour cette fameuse bataille qu'il a gagnée à quelques kilomètres d'ici. Je pense que ce message est encore aujourd'hui d'actualité, même si, effectivement, cela participe d'une vision idéologique. Aujourd'hui, les Clermontois, notamment les Auvergnats, mais la France, bien sûr, dans son intégralité, peut se retrouver derrière ces valeurs, quelque part. Aujourd'hui, cette statue représente encore, pour le peuple auvergnat, beaucoup. Je pense que c'est une figure qui a pu bercer, depuis leur plus jeune âge, beaucoup de Clermontois, beaucoup d'Auvergnats. Et c'est encore aujourd'hui un monument phare de la ville de Clermont. Merci Pierre Bernard pour ces précisions. Merci à vous. Nous avons donc marché ensemble sur les pas de Vercingétorix, héros arverne, chef sacré ici en Auvergne et véritable figure nationale depuis le 19e siècle. Si les faits se sont passés il y a maintenant plus de 2000 ans, personne n'a oublié ce nom, Vercingétorix. C'est celui qui a pris les armes pour la liberté de tous, c'est celui qui a su tenir tête au grand Jules César, mais c'est avant tout celui qui a su réunir derrière lui les peuples divisés pour faire trembler la Louve romaine. Il est temps pour moi à présent de vous laisser au pied de la cathédrale de Clermont-Ferrand. C'était le premier numéro de votre rendez-vous historique du dimanche soir. Nous irons chaque semaine pendant quelques minutes ensemble après le JT de 20h dans une ville française marcher sur les pas de nos ancêtres, les héros qui ont fait la France. C'était Page d'Histoire, je vous souhaite une très bonne soirée sur France 2. Votre soirée sur France 2. Des surprises, du rire et de l'émotion. Sur la scène du Palais des donne carte blanche à Franck Dubosc. Laurent Ruquier fait sa rentrée et reçoit Julie Depardieu, Camille Lacour, François Bayrou, Cadmerade et Laurent Lafitte. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Star du rire spécial Franck Dubosc et On n'est pas couché. Bonne soirée sur France 2.